Alors on va faire comme d'abord un immense merci. On peut les applaudir quand même parce qu'ils ont été... C'était vraiment clarissime. C'est vrai que c'était bien qu'on prenne le temps d'avoir cette installation des sujets. Et maintenant, comme d'habitude, les gens vont pouvoir défiler avec leurs questions. On va faire... je serais surpris qu'il n'y ait pas de questions, puisqu'on a des habitués dans la salle qui vont s'imposer. Je dis juste un point qui m'a beaucoup frappé sur les paradoxes. On ne va pas aborder la question de l'annonce. Comme l'espace éthique Île-de-France et aussi l'espace national de réflexion éthique sur les maladies neuroévolutives, puisqu'on ne dit plus neurodégénératives, on s'est rendu compte que pour certaines personnes, le fait de pouvoir identifier la maladie, c'est-à-dire de pouvoir savoir la causalité de la maladie, est également quelque chose de précieux dans leur lutte contre la maladie. Et quand on a été en errance, surtout sur des maladies rares, et qu'à un moment donné, on arrive quand même à vous dire qu'il y a une raison, même en psychiatrie, on le voit pour la schizophrénie par exemple, le fait de pouvoir préciser les choses est quelquefois de l'ordre de la reconquête d'un espace d'autorité. Et j'allais dire, c'est quand on parle de reprise de pouvoir sur la maladie, c'est des questions à prendre en considération. Puis un deuxième point que je voyais qui était tout à fait important, c'est effectivement notre titre, « Tout prédire de l'humain ». On voit quand même qu'il y a des consultations, par exemple d'oncogénétique, qui sont très injonctives et très intrusives. C'est-à-dire quand on va imposer quasiment à une personne l'oncogénétique, donc on voit à quel point, quelquefois pour des bonnes raisons, et qui sont plus d'ordre populationnel que pour l'individu en particulier, on voit les dégâts que ça peut causer. Puis le dernier point, mais je ne veux pas vous faire d'indiscrétion parce que ça touche le secret, il se fait que quand j'ai rencontré la personne que tu as évoquée, qui est pour nous notre référence, il se fait que quelques jours après, je rencontre la personne qui lui a annoncé. Ah bon ? Oui. Et ça m'a beaucoup frappé parce qu'il y a un livre, enfin je vous invite vraiment à regarder le site Ding Dang Dong, ça va vraiment vous déplacer un certain nombre de principes ou de repères que vous avez. On a tous été dans l'équipe, je remercie d'ailleurs, c'est Paul Louveil-Dubuc qui nous avait mis en contact au tout début avec Ding Dang Dong. Et ça m'a beaucoup frappé parce que quand j'ai discuté notamment avec une des psychologues du service en question, que je n'hésiterai pas, elle avait le sentiment plutôt d'avoir fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire, il y avait deux perceptions qui étaient les deux justes. Connaissant la personne depuis, je dirais pas 20 ans, je savais qu'elle a eu cette attention. Et pourtant, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Donc pour dire la complexité des circonstances. Voilà, on n'a qu'un micro, bon, ça ne nous empêche pas de nous exprimer. Qui est-ce qui intervient le premier, la première ? Voilà. On a par exemple un cancérologue, je serais curieux de savoir par rapport à la génétique. Tu te présentes ? Alors, merci beaucoup, Jean Lacaussin-Guilly. Là, je suis obligé de parler, j'avais décidé de ne pas parler. D'abord, je vous remercie beaucoup, c'était absolument passionnant. L'aspect juridique est vraiment capital. Et alors, il y a tellement de sujets sur lesquels on aurait des choses à dire. L'annonce. Alors moi, il se trouve que je travaille à l'assistance publique, donc je ne fais pas que du cancer. Je m'occupe aussi d'une maladie génétique qui s'appelle la dystrophie musculaire oculopharyngée, qui est beaucoup moins grave, mais qui pose la question de l'annonce et notamment de la réponse à la question pour des gens jeunes. C'est une maladie qui commence à s'exprimer vers 50 ans. Et leurs enfants, puisque maintenant le gène est identifié, leurs enfants demandent « est-ce que je dois me faire détecter ?» Alors il n'y a pas du tout la dimension dramatique qu'il y a dans la maladie que vous évoquez, mais c'est un problème qui est très difficile. Et l'annonce, c'est toujours quelque chose de compliqué dans toutes les situations, que ce soit en cancérologie, en psychiatrie, en autisme, etc. Et donc ça, c'est un sujet évidemment... qui touche les médecins et qui, comme vous l'avez dit, touche tout le monde. C'est-à-dire qu'on est toujours le mauvais objet quand on annonce. Mais moi, si j'ai une question à poser, c'est la question à vous, aux représentants de la CNIL, c'est finalement que faire ? Parce que, comme vous l'avez évoqué tous, il y a un gap important entre les sachants, ceux qui ont réfléchi justement à cette pratique, et finalement toute l'utilisation, je dirais, grand public, avec cette pression qui est, voilà, on peut savoir, on peut avoir son génome, on peut savoir tout ça, et derrière, tout le marché qui existe derrière. Et on comprend bien que, quelle que soit la réflexion qu'on peut avoir, finalement, ceci va s'imposer, et je voudrais bien qu'on reparle de ça, parce que je pense que c'est un sujet majeur. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Toute cette réflexion bioéthique qu'on a depuis 3 mois, on réfléchit tous, on avance, etc., on mûrit collectivement, je dirais, individuellement et collectivement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire
faire face à cette énorme pression du marché. Et on voit bien qu'il y aura des choses qui seront imposées. Ça me fait penser aux détecteurs de mensonges, quoi. Les Américains disent, voilà, on va savoir la vérité en mettant des électrodes et on aura la vérité. Et c'est un peu ça ce qui se passe et qui va se passer chez les utilisateurs. Avant de répondre à la question, est-ce qu'il y a d'autres questions? On va prendre comme ça, on les note, les questions que vous faites à la vérité. Vous ferez, voilà. Notre notaire est ici, il n'y aura aucune question qui n'aura pas de réponse. Bonsoir à tous. Alors Mathieu... Il aura le droit au prix, je lui ai dit. Ah oui, j'attends toujours le diplôme. Merci pour vos interventions. Moi, je voulais dire deux choses. Principalement, la première, c'est sur la génomique et l'interruption médicale de grossesse, l'IMG, puisqu'en fait, on peut d'ores et déjà savoir un certain nombre de maladies dans le génome de l'embryon. Et dans le fœtus, et à ce titre, on peut mettre fin à la grossesse quand on détecte des maladies. Alors, deux choses, il y a la définition de la maladie. On sait qu'aujourd'hui, je crois il a été mis à la fin à la grossesse d'un fœtus où on avait détecté qu'il avait un strabisme, je crois, en Angleterre. Donc, le simple strabisme aujourd'hui justifie une interruption médicale de grossesse, ce qui prête à sourire quand on connaît le directeur et le président-directeur général de la SNCF. Enfin. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est ce qui va advenir ensuite de la génomique, puisque on a parlé assez rapidement de la thérapie génique. Et je voulais à ce titre-là vous parler de l'article 16-4 du Code civil. Et j'aimerais vous le lire, puisque, si ça marche, puisque en fait, il ne nous comment dire, on n'est pas du tout à l'abri de thérapies géniques germinales. Je m'explique, il y a des thérapies géniques somatiques qu'on pourrait faire sur des cellules souches qui n'atteignent pas les gamètes et donc pas la descendance, et donc in fine pas l'humanité, et les thérapies géniques germinales qui, elles, affectent les gamètes et donc la descendance et donc l'humanité. Et l'article 16-4, dans son 4e alinéa du Code civil, dit « Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée au caractère génétique dans le but de modifier la descendance de la personne. » Donc c'est une phrase qui est extrêmement mal écrite parce qu'on ne comprend rien à ce qu'elle veut dire. Mais si je la reformule, c'est « Aucune transformation ne peut être apportée au caractère génétique dans le but de modifier la descendance de la personne, sauf dans le cadre des recherches tendant à la prévention ou au traitement des maladies génétiques. » Donc finalement, cet article où au début on dirait qu'il semble interdire les thérapies géniques germinales, on se rend compte qu'en fait, dès lors qu'il s'agit de prévention et de traitement des maladies génétiques, le Code civil semble accueillir ces thérapies géniques germinales. Et donc potentiellement faire une humanité génétiquement modifiée, quand on sait qu'on n'a pas du tout envie d'avoir des pommes ou des poires génétiquement modifiées dans nos assiettes. Je pense qu'il est important de ne pas vouloir des enfants génétiquement modifiés. Ouais. Il y a d'autres questions, vous voulez ? Je précise que quand on a dit qu'on fera des cours à la rentrée sur les fondements de la bioéthique, Mathieu, j'espère qu'il viendra au cours parce qu'on lui donnera l'explication du 16-4 qui a été écrit après la loi de bioéthique, enfin en 94, quoi, je veux dire. Et vous verrez que c'est pas exactement comme ça qu'on interprète le texte. Mais rendez-vous donc à l'espace éthique vers octobre à nos prochains cours. On vous prend, puis ensuite on va avoir les premiers... Venez, monsieur, je vous en prie. Et voilà, vous présentez-vous, Mathieu, il est connu maintenant, il est célèbre, étudiant à Évry, tout le monde le connaît, mais vous, on ne vous connaît pas. Alors moi, je suis Eric Oulereau, pour voir le génome. Il faudrait peut-être voir l'alimentation. Est-ce que vous êtes au courant par rapport à la différence entre, pour l'alimentation, qu'on ne mettrait pas le bon carburant, donc on déraillerait, on créerait une perturbation génétique. Vous voyez, c'était ma question.
Merci, excusez-moi de vous avoir interrompu. On a compris dans la conclusion que c'est une vraie question. Peut-être qu'on va intégrer. Alors, qu'est-ce qui... on va prendre les 3 questions. De toute façon, et vous pourrez réagir les 4 à ces 3 questions. D'accord. Merci de cette belle observation. Merci. J'espère que vous apporterez un soutien financier à nos micros la prochaine fois. On en a qu'un. On sera attentif. Sébastien, il a noté qu'on doit avoir des micros impeccables la prochaine fois. On va répondre, on va réagir et puis on prendra d'autres questions. Alors je vais essayer de... Est-ce que vous m'entendez là? Ça va? À peu près? Bon, je vais rester comme ça alors. D'accord, je vais regarder. Alors face à la pression économique qui existe effectivement d'un marché du tout génétique qui se constitue à l'étranger petit à petit, il y a 2 types de réponses à mon avis, en tout cas qui viennent à l'esprit naturellement. Toutes les 2 imparfaites, incomplètes bien sûr. La première, c'est l'information. Il faut avant tout, je crois, que les gens... parce que tout ceci s'est développé, à bas bruit, sans qu'on le sache, sans qu'on en parle. Et je crois que cette tactique, cette stratégie a montré toutes ses limites. Il faut regarder les choses en face. Il y a un attrait qui touche un certain nombre de personnes pour les réponses génétiques. Il faut les traiter, il faut que la presse en empare, il faut que les scientifiques en parlent, il faut en montrer toutes les limites, il faut décoder tout cela, voilà, et ne pas faire comme si ça n'existait pas, je crois. Alors l'approche juridique, c'est plus facile. Et c'est jamais très satisfaisant parce que d'en parler, parce que je veux dire c'est très facile de jeter des plans sur la comète, hein, c'est toujours facile. Mais alors on a un outil qui va arriver là, qui va arriver dans un mois à peine. Qu'est-ce que ça va donner? Sûrement plein de choses. C'est le fameux règlement général européen sur la protection des données qui modifie un certain nombre de critères juridiques qui vont permettre aux régulateurs européens de s'emparer de certains sujets. Vous avez entendu une expression assez originale. Qu'est-ce que ça veut dire, s'emparer de certains sujets? On aura quelque chose à dire parce qu'un certain nombre d'opérateurs étrangers seront juridiquement soumis à la législation européenne. Voilà. Jusque-là, il y avait des flous, voilà, il y avait des incertitudes. Est-ce qu'un opérateur américain qui envoie via un site qui est en français propose des tests de génétique à un prix très bas pour telle ou telle motivation, est-ce que cet opérateur américain est obligé de tenir compte de la législation européenne? Il y avait des doutes. Maintenant, ces doutes ne seront plus possibles. Voilà. Puisque le critère sera simple, c'est tous les traitements, toutes les propositions commerciales par Internet qui sont soumis, qui donnent lieu bien sûr à des traitements automatisés de données personnelles. Toutes ces propositions, dès lors qu'elles seront soumises et elles seront adressées à un public européen, sur la base de critères objectifs. Vous pouvez payer en euros, c'est écrit dans une langue, c'est écrit en français, ou je ne sais trop quoi encore, où il y a l'adresse d'un correspondant en France. Tous ces critères seront pris en compte et on pourra en tirer une exigence de respect de la législation européenne qui interdit un certain nombre de ces pratiques, puisque les données génétiques, à partir de la fin mai, entrent dans la catégorie des données sensibles. Alors, excusez-moi pour ce jargon juridique, mais en gros, ce sont des données pour lesquelles on inverse le principe de base. Normalement, toutes les données personnelles peuvent être traitées. Pour les données sensibles, c'est le contraire. Le principe, c'est l'interdiction du traitement de ces données et le reste se gère par voie d'exception. Et donc, il faut entrer dans un certain nombre d'exceptions dans lesquelles le consentement joue son rôle, l'intérêt public joue son rôle, bref, des exceptions qui sont
très cadré. Et donc, au plan juridique, on pourra dire quelque chose. Maintenant, si on dit quelque chose qui est en Alaska, ça va être, il va falloir trouver un moyen de le faire entendre et de le faire appliquer. Mais on avance petit à petit. Voilà, c'est un bout de solution, mais voilà, les juristes ne proposent que des bouts de solution. Quant à dernière petite chose, je ne vais pas faire une exégèse de l'article 16 du Code civil, je ne pourrais pas. Tout ce que j'ai compris, moi, c'est que c'est l'un des rares sujets sur lesquels il y a une entente au niveau international. Il y a un certain nombre de textes internationaux qui prohibent totalement la thérapie génique germinale. Donc, a priori, s'il y a un verrou, plutôt ce verrou-là sera l'un des derniers à sauter. Voilà, je suis un peu pessimiste en disant ça. Mais il aura accès à ces textes, notamment aux textes de l'UNESCO. Enfin, il y a tout un ensemble de textes. On ne va pas faire la révision des textes maintenant, mais il aura rendez-vous, on l'invitera dès nos premiers cours. Alors, vous vouliez réagir par rapport aux différentes questions? Alors, moi, je voulais revenir sur la première question, parce que je pense que c'est une question absolument fondamentale autour de la génétique, et c'est vrai pour les maladies, mais c'est vrai aussi sur l'histoire du FNAEG, hein, le fichier policier des empreintes génétiques dont on parlait tout à l'heure. Hein. C'est comment on fait sur des informations individuelles pour faire la part des choses entre ce qui est perçu comme un intérêt individuel et ce qui est de l'ordre de l'intérêt collectif et des enjeux collectifs. Hein. Et je pense que c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut poser les questions, parce que la réponse politique qu'est le vote d'une loi, c'est une réponse qui peut avoir aussi des ambitions collective, hein, et que la question ne se pose pas qu'en termes individuels, et je pense qu'il faut se garder de trop la poser, il faut faire attention de ne pas trop rentrer dans ce jeu, ça va un peu dans le sens de ce que vous disiez sur refaire du collectif, hein, parce que je pense que c'est vraiment l'enjeu face auquel on est avec la génétique. Si on n'arrive pas à réinjecter du questionnement collectif et des prises de décision au nom du collectif autour de la génétique, on va vraiment vers des situations intractables. Parce que c'est toujours intractable, l'incertitude qui est générée par quelque chose qui est censé dire le vrai. Nous, on fait une enquête avec un collègue sur les tests génétiques les plus prescrits en France. C'est les tests pour les thrombophilies, donc qui sont censés prédire un risque de faire une thrombose ou une embolie pulmonaire. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ces tests sont très utilisés par les médecins, parce que ce sont des tests qui répondent à une question que les médecins se posent quasiment à chaque consultation. Quand il y a un jeune, ou enfin bref, une personne qui a fait une thrombose ou une embolie pulmonaire, ça peut être grave. Docteur, pourquoi j'ai ça? Docteur, est-ce que ça va revenir, hein? Et c'est une maladie compliquée, hyper multifactorielle, donc on n'a pas de réponse. Et quand la génétique est arrivée là-dedans massivement au début des années 90, on a espéré que ça allait répondre facilement à cette question, hein. Et ces tests se sont diffusés de sorte qu'ils sont aujourd'hui les plus prescrits en France, alors qu'aujourd'hui, il y a quasiment un consensus au niveau international pour dire que finalement, ces tests génétiques, ils servent au mieux à pas grand-chose, hein. Voilà. Et pourtant, on a du mal à revenir en arrière. Et les médecins eux-mêmes, j'ai été dans plusieurs congrès nationaux en France ces derniers temps, les médecins eux-mêmes commencent à se dire il faudrait qu'on arrête de faire ces tests. Mais en fait, on n'arrive pas à faire ces tests parce qu'on n'a rien d'autre à la place. Hein? Donc une fois qu'on est là-dedans, on a énormément de mal à revenir en arrière, et ça génère une espèce de bruit de fond sur le traitement des gens, hein, le soin, hein, la prise en charge des vrais malades, qui est quand même très compliqué. Et c'est ça sur quoi je voulais insister, c'est que ça a un coût. La diffusion de ces tests dans le système de santé, c'est pas seulement le coût de la réalisation du test en lui-même, parce que effectivement de plus en plus ça s'apparente à un coût de n'importe quel test biologique. Mais ça a un coût humain, parce qu'il faut gérer cette information. Hein. S'il faut mettre 3 personnes pendant une demi-heure, 1 heure, pour annoncer une information qui est incertaine, dont on ne sait pas à quoi elle va servir, c'est de l'argent qu'on ne met pas pour prendre soin des gens qui sont vraiment malades. Donc c'est une vraie question collective qu'il faut se poser, je pense, en sortant aussi un petit peu le regard du strict droit individuel à savoir et du droit individuel à entreprendre. Je pense qu'il y a un vrai enjeu politique et qu'il ne faut pas le rater, parce qu'il est omniprésent avec la génétique. Et je pense que si on veut pouvoir garder les bons côtés de ces tests, il y a des très bons usages qu'il faut réfléchir. Évidemment, il faut aussi les réfléchir en prenant cette dimension collective. Alors, la deuxième chose que je voulais dire sur la question de l'interruption médicale de grossesse, hein, ça c'est une vraie question et qui va se poser de plus en plus. Hein. Qui décide, hein? Aujourd'hui, dans le droit français, pour faire simple, c'est les professionnels, les médecins. Hein, les juristes ont délégué aux médecins la responsabilité de décider. Et en France, il n'y a pas de liste de maladies éligibles
à l'interruption médicale de grossesse, enfin au dépistage prénatal et donc à l'interruption médicale de grossesse. C'est au médecin de décider. Et de fait, les médecins français jusqu'à présent ont été relativement responsables. C'est-à-dire qu'il y a finalement assez peu de maladies qui sont concernées et assez peu de tests. Pardon ? Voilà. Vous avez raison, merci de cette précision. Je parlais des maladies génétiques dont monsieur parlait à partir de mutations génétiques. Vous avez raison, c'est autre chose. Voilà. Je parlais donc en termes de diversité de maladies et pas de nombre de personnes. La remarque est très importante. Je l'entends et je la respecte. Mais si on compare à d'autres pays, par exemple en Angleterre, effectivement, les pratiques sont beaucoup plus ouvertes. Il y a déjà eu des dépistages prénataux pour des tests, des mutations dans les gènes BRCA en oncogénétique, alors que à ma connaissance en France, ça n'a pas encore eu lieu. Donc il y a eu cette délégation de responsabilité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la question se pose, et notamment, on a une capacité d'analyser l'ADN avec tout d'un coup. On peut regarder chez un fœtus son ADN entier. Et donc cette question de la responsabilité des médecins, elle est reposée, parce que comment on fait pour décider quand il y a plein de maladies qui peuvent être testées, etc. Et du coup, commence à se dire, il faudrait qu'il y ait des listes de maladies qui soient éligibles. Mais qui va décider de ces listes ? Donc il y a un vrai enjeu de mise en débat sur qui a la responsabilité de décider quelles sont les maladies qui sont ou pas éligibles à l'interruption médicale de grossesse. Et on voit très bien qu'avec la trisomie, la question n'a pas été posée comme telle, puisqu'il n'y a pas eu de débat public, il n'y a pas eu de vote, il n'y a pas eu de décision comme ça, et que c'est une question qui va de soi pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Donc c'est bien une question sensible. Et donc je pense qu'effectivement cette question-là doit être discutée. Il me semble que c'est compliqué de ne pas la discuter, enfin en tout cas démocratiquement, c'est un enjeu important. Et enfin, la dernière chose, sur la thérapie génique germinale, c'est vrai que c'est aujourd'hui interdit en France, mais notamment à l'occasion du développement de ces nouvelles technologies de modification de l'ADN dont on a parlé tout à l'heure, type CRISPR, il y a eu des sommets internationaux, il y a eu un rapport récent de l'Académie américaine des sciences, et chinoise et anglaise, si je ne m'abuse, qui commence quand même à ouvrir la porte à ces questions de modification. Alors, c'est pas rentré dans la loi, mais le rapport dit en substance, si ça peut servir à améliorer la santé, il faut commencer à éventuellement, une fois qu'on aura fait les essais cliniques qui montreront que ça fonctionne bien, il faut commencer à y penser. Donc les portes s'ouvrent et il y a des personnes qui considèrent qu'autour des états généraux actuels, un des enjeux est de permettre de commencer à penser, à réfléchir, à lever ce verrou. Alors évidemment, l'enjeu pour les gens qui disent ça n'est pas de faire de la sélection d'humains, c'est de dire si on peut guérir des maladies, pourquoi s'empêcher de le faire, Et donc là, il faut encore, à mon avis, reposer les questions. Enfin, moi, c'est ma position. Reposer ces questions, l'équilibre entre un intérêt individuel, dans combien de cas ça va vraiment servir, à combien de personnes, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de faire, d'autant plus avec ce que vous nous avez dit sur qu'est-ce que ça veut dire être malade, finalement. Donc, on voit bien que ces questions sont compliquées. Donc, il y a cet aspect-là, et comment le mettre en balance avec qu'est-ce que ça veut dire toucher à ce symbole de modification génétique des lignées germinales qui ont été quand même suffisamment jugées symboliques pour que, comme on vient de le dire, ça a été un sujet sur lequel il y a eu une forme d'unanimité dans la plupart des législations mondiales. Donc c'est pas n'importe quoi. Si on a eu cette unanimité, c'est que ça a quand même un sens très fort et y toucher n'est pas sans conséquence. Juste un point de précision, d'ailleurs, pour CRISPR-Cas9, on a été associé à l'INSERM pour un colloque qui s'est tenu il y a 3 semaines à Paris, et on voit à quel point on est prudentiel aujourd'hui, mais on ne maîtrise particulièrement rien, ne serait-ce que par rapport aux pays asiatiques. Surtout, ce qu'on évoque, c'est des techniques maintenant très accessibles et d'un coût relativement réduit. Donc c'est cette banalisation qui peut poser question. Puis je vous donne la parole, mais si on avait formulé génomique de points, tout prédire de l'humainement acceptable. C'est vrai que derrière cette question, on ne l'a pas posée d'une manière polémique, il y a qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte plus, ou qu'est-ce qu'on n'acceptera pas demain. Donc derrière tout ça, il y a quand même en fond sonore la norme, il y a un certain nombre de valeurs de société qui peuvent être niées, et c'est vrai qu'il y a quelques semaines, enfin il y a 3 semaines, j'étais à votre colloque que vous avez organisé, vous, association qui défend à juste titre la position des parents et des personnes trisomiques. C'est vrai que ça m'a beaucoup impressionné, votre combat, qui est un combat non pas militant en termes, vous militez d'une manière réactive par rapport à une tendance actuelle, mais qui porte la valeur de l'humanité. C'est-à-dire quelles sont les valeurs d'humanité qui nous concernent, nous, en tant que société. Il doit pas être en tous les cas
cas occulté de la réflexion sur la bioéthique. Je vous donne la parole. Alors, je dis 2 mots parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres questions de ce côté-là de la salle. Une chose juste sur alimentation et génétique, puisque c'était une question posée. Juste un exemple avec une maladie comme la phénylcétonurie, qui est une maladie où c'est l'impossibilité d'avoir l'enzyme qui permet de métaboliser la phénylalalanine, qui est un acide aminé qui se trouve partout dans l'alimentation, qui entraîne un trouble mental, comme rappelait Catherine, et où finalement, à l'heure actuelle, en termes de thérapie, ce qu'on propose, c'est avant tout d'éviter la phénylalalanine et d'avoir un régime sans phénylalalanine, ce qui prouve bien que d'une part, il y a des liens entre alimentation et génétique qu'on ne connaît pas encore assez bien. D'autre part, qu'il n'y a pas forcément, parce qu'une maladie est dite génétique ou qu'une cause génétique est identifiée, que la thérapie sera génétique ou génique. Et ça, c'est un point qui est vraiment, me semble-t-il, essentiel. Un mot aussi sur la question des consultations d'oncogénétique et sur ce terme de l'annonce et sur les données qui glissent, qui dépassent ce qu'on avait cherché initialement, les espèces d'incidentalomes de la génétique. À Tenon, il y a des consultations, il y a une RCP d'oncogénétique où une réunion de concertation pluridisciplinaire d'oncogénétique. Qu'est-ce que c'est ? On a un patient qui est, par exemple, très jeune, c'est atypique de penser qu'il fait tel type de cancer et on ne comprend pas pourquoi. On a cherché les mutations les plus habituelles et néanmoins on ne les trouve pas. On ne sait pas quoi lui proposer, la maladie est très agressive. On peut être amené parfois à discuter le fait de faire des tests qui dépassent les tests habituels et qui sont par exemple des exomes entiers. C'est du coup, on va chercher tous les gènes du génome qui sont codants. Et en fait, quand on fait ça, on se retrouve avec, la plupart du temps, un certain nombre de mutations. Donc on cherche des mutations génétiques qui pourraient expliquer la maladie et qui sont des mutations somatiques. Et puis parfois, on tombe sur des mutations qui ont un effet germinal par des instabilités de microsatellites et où il y a une obligation, qui prédispose à d'autres cancers et qui peuvent être transmises familialement. Et là se pose la question de passer, vous êtes venu dans un contexte bien particulier avec une question bien particulière et d'un coup on se trouve avec des réponses supplémentaires que vous n'aviez absolument pas demandées. Donc voilà, c'est à la fois toute la difficulté, je pense, de ces consultations d'oncogénétique qui, du coup, sont des choses auxquelles, qui deviennent très compliquées à expliquer aux patients et à proposer quelque chose, qui ont des conséquences pour des familles au-delà d'un individu même, et du fait que les données, comme le rappelait monsieur, sont des données identifiantes qui sont signifiantes bien au-delà de ce qu'on leur demande et que dès qu'on met le doigt dedans, on trouve d'autres significations. Voilà. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est sur la question des tests. Et il me semble que avant de se poser la question de quoi faire, la première question, c'est le test. Vous l'avez dit de manière extraordinaire et je pense que c'est vraiment central. Si on n'a pas de test et si on ne propose pas de test, il y a déjà beaucoup moins de questions qui se posent. À partir du moment où il y a un test, c'est là que les choses se compliquent. C'est là qu'il y a des questions sur l'avortement aussi et sur l'IMG comme une possibilité d'interruption médicale de grossesse. Donc toutes ces questions, elles sont liées à décider à un moment donné de pouvoir proposer un test. Et c'est là où probablement, à ce moment-là de proposition et de commercialisation des tests, c'est là, je pense, où il faut qu'il y ait des réflexions collectives qui se fassent sur quel type de test on propose et dans quel cadre on les propose, avec quel type d'informations.